Juste une chose, dans le dernier numéro de Science et Conscience que les abonnés des Chantiers du Futur ont reçu très récemment, il y a tout un dossier sur le jardin de Pereland. Il y en a pour 7 ou 8 pages. Hein. Le dossier est complet, il a été fait avec beaucoup de soin et ça vous permettra d'avoir une idée écrite, précise, et puis une envie, de conforter votre envie d'aller plus loin dans la démarche de Pereland. Oui, alors juste à propos de ce petit article, parce qu'en fait je ne me souvenais pas qu'on avait travaillé dessus. Bon voilà, c'est ça, c'est moi, ça c'est typique. Pereland, voilà, c'est la traduction d'un texte qui a été écrit par une Américaine en 1988. Et c'est à l'époque, Matthias Mulwright faisait des ateliers, des journées portes ouvertes comme ça sur son jardin. Et il y a des gens qui venaient et qui participaient à la vie de son jardin pendant une journée. Comme ça, il y avait 3 ou 4 journées dans l'été consacrées à ce genre de choses. Et cette Américaine, qui, si je me souviens bien, est médecin, a rencontré ce jardin plusieurs fois et elle témoigne et de son étonnement et de ses interrogations et de ce qu'elle a senti naître en elle à travers cette rencontre. Donc c'est un texte un petit peu ancien, il y a des choses qui remontent donc simplement, qui sont contemporaines à cette époque-là, mais c'est en même temps le texte d'une personne qui est au départ pas sceptique, mais qui est plus dans l'observation. Voilà, donc j'ai trouvé ça intéressant, c'est pour ça que je l'avais confié aux personnes qui ont mis au point cette revue. Alors, soyez les bienvenus. Allez-y, allez-y. Alors, la petite pause, avant qu'on continue un petit peu à aborder peut-être certaines choses, je voudrais voir avec vous un peu, je vous ai parlé de map un petit peu tout à l'heure, je voudrais en parler avec vous pendant ce temps qui nous est octroyé. Est-ce que vous auriez des remarques, des questions, des choses que vous aimeriez voir éclaircies, parce qu'1h30 ça passe très très vite, sur ce qui a été évoqué tout à l'heure et que, je ne sais pas, vous aimeriez... La calibration, d'accord. Alors, la calibration. Ça fait partie... Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la calibration, c'est un petit protocole de travail. Je vous en prie. C'est un petit protocole de travail qui a été, qu'elle a découvert et mis au point avec la nature lorsque justement elle a eu ce désordre émotionnel dont elle a vu les répercussions immédiatement, pratiquement dans son jardin. La calibration, ça consiste en quoi? Ça consiste à demander à la nature de nous aider à remettre de l'ordre dans l'émotion que nous sommes en train de traverser. Alors, ça paraît extrêmement simple comme ça, mais ça passe par un petit protocole. Ce petit protocole, il est basé... Je prends des précautions oratoires parce que j'ai conscience, si vous voulez, que là, on aborde quelque chose d'extrêmement concret, que je vis, moi, avec beaucoup d'intensité très régulièrement, avec beaucoup de plaisir, et parce que je sais l'aide que je peux recevoir de ça, et c'est pas propre à moi, c'est tous les gens qui le font le reçoivent. Mais en même temps, ça nous fait aborder des notions qui sont peut-être pas familières à tout le monde. Alors, avant de parler de calibration, je voudrais vous parler de ce qu'on a commencé à évoquer tout à l'heure, qui est la relation entre l'involution et l'évolution. D'accord ? Je vous ai dit tout à l'heure, l'involution, c'est la dynamique, c'est l'énergie, le mouvement qui nous permet de passer de l'esprit vers la forme. Et l'évolution, c'est ce qui fait que nous passons, au fond, à partir de nous alimentons l'évolution, puisque nous alimentons l'énergie évolutive à travers nos désirs, nos intentions, nos buts, nos envies, nos pulsions intérieures, tout ce vers quoi nous avons envie d'aller. En fait, ce que j'ai découvert aussi dans ces textes, c'est que
contrairement à ce que je semblais croire avant, alors je ne parle pas pour vous, je parle à la première personne, la dynamique évolutive ne peut être mise en œuvre que si l'homme le désire. Parce que la dynamique évolutive est le résultat de la confrontation du choix. Si vous n'êtes pas dans le choix, vous ne pouvez pas avoir de désir. Si vous n'avez pas de désir, vous ne pouvez pas avoir d'envie. Donc, vous n'évoluez pas. Là, je me souviens quand j'ai passé, c'est un hasard, vous allez me dire, c'est peut-être une belle coïncidence, mais quand j'étais étudiant, j'ai fait mes études, j'ai fait des classes préparatoires et j'ai passé des concours de grandes écoles. Et il y avait un débat, comme ça, il y avait un entretien pour entrer dans une école. Et les examinateurs, le juré, me demandent comme par hasard qu'est-ce qui différencie l'humain de l'animal. Et alors, qu'est-ce qui peut différencier de l'animal? C'était terrible. Vous savez, au bout d'un certain nombre de semaines d'épreuves, on ne réfléchit plus, quoi. On est des zombies. Et je lui dis, oh, finalement, à part la conscience, à part la liberté de choix, je ne vois pas. Donc bon, en fait, ça m'avait, je ne sais pas si j'ai eu tort ou raison, mais ça m'avait incité à réfléchir à ça, quoi. Et je me suis rendu compte qu'après, c'est ça. Je me rends compte que, par exemple, les végétaux, les animaux, tout ce qui est vivant autour de nous, n'ont certainement pas la même liberté de choix et d'examen de la réalité que nous. On n'a pas la même que la leur, certainement. On est fait de ce dont ils sont faits. Mais ils n'ont certainement pas le libre arbitre que nous avons. Donc pas la même capacité de choix, donc pas la même capacité d'envie, de désir et d'impulsion vers quelque chose. Les textes nous le disent, hein, quand vous lisez la Genèse, au début, on dit « au début fut le Verbe », mais avant, quand vous vous rendez compte que pour exprimer un mot, il faut qu'il y ait une idée, et pour qu'il y ait une idée, il faut qu'il y ait une envie d'exprimer l'idée. Donc au départ, il y a toujours une intention. Donc la dynamique évolutive, elle est nourrie par quelque chose qui naît en nous, et qui est un désir d'exprimer et de faire valoir quelque chose de particulier. Le désir, l'envie, ça naît de là. Donc la dynamique évolutive, c'est nous qui lui donnons le top départ. Dans la dynamique évolutive, nous sommes aidés par ce qu'elle appelle, donc je le reprends à titre personnel, nous sommes aidés par un groupe d'intelligence, c'est un groupe d'âmes évoluées, que moi j'appelle volontiers nos anges gardiens, nos guides, nos inspirateurs, tout ce que vous voulez, un groupe d'âmes évoluées qu'elle nomme la fraternité blanche. Donc on n'est pas dans les associations loi 1901. On n'est pas dans un mouvement humain physique. On est sur un autre plan. C'est pour ça que je vous dis, je les appelle très souvent nos guides, nos anges gardiens, ce qui nous inspire. Vous avez peut-être vu, certains ou certaines d'entre vous ont peut-être vu un film il y a quelques années de ça. Je le prends souvent à témoin, ce film, parce que pour moi, il était l'illustration absolument délicieuse et tout à fait gratuite de ce genre de choses. C'était Always. Vous vous souvenez de l'histoire d'un pilote joué par un type qui s'appelle Dreyfus et qui allait bombarder des incendies de forêt avec son avion. Et puis un jour, il descend trop bas et il se réveille dans la forêt calcinée et puis il dit « putain, là, je ne sais pas comment j'ai fait pour en sortir parce que j'étais vraiment ras les fesses, là, ça a fait chaud. » Et il y a une belle personne qui est jouée par Audrey Hepburn qui arrive à côté de lui, elle est toute en blanc et elle lui dit « c'est vrai, c'était très très chaud pour toi là. » Et il dit « bon, ça va, où sont les autres ?» Et elle lui fait comprendre qu'il est mort. Et elle lui fait comprendre qu'elle l'a toujours accompagné et que à chaque fois qu'il était inspiré dans son génie du pilotage, c'était elle qui l'aidait à prendre les commandes et à faire ce qu'il fallait faire dans son avion. Et bien c'est un petit peu ça. La fraternité blanche, c'est ces êtres qui nous aident à parfaire les perceptions intuitives que nous avons et à faire ce qui est juste et beau pour nous. Et puis à côté d'eux, à côté de ce groupe, il y a ce qu'elle appelle notre moi supérieur, notre soi supérieur. Alors vous pourrez l'appeler l'âme, vous pourrez appeler l'esprit, chacun y mettra ce qu'il veut. Mais il y a quelque chose de ce que nous sommes qui est là présent et qui joue le rôle on pourrait dire, d'intermédiaire entre ces guides, ce groupe d'âmes évoluées et ce que nous sommes amenés à manifester. Donc on va retenir deux polarités, le moi supérieur et le groupe de la fraternité blanche. En prenant conscience que dans le groupe de la fraternité blanche, il y a là à notre disposition absolument tout ce qui est envisageable.
il n'y a pas de domaine réservé. Je cite souvent en exemple, quand on travaille ce genre de choses, je cite souvent en exemple une amie, une dame du Tarn, qui a découvert ces protocoles en faisant de la pâtisserie. Et elle a appelé pour se faire aider parce qu'elle avait un gros souci de réunion de famille et tout. Il fallait qu'elle fasse quelque chose d'absolument génial, simplement, facilement et pas trop cher. Elle a appelé pour se faire aider l'équipe des pâtissiers. Et elle s'est fait aider par l'équipe des pâtissiers. Vous pouvez tout aussi bien avoir, donc vous verrez, on parlera tout à l'heure de la santé, donc il y a les thérapeutes, les médecins, il y a les plombiers, les informaticiens, les pilotes d'avion, tout ce que vous voulez, les jardiniers. Donc suivant la nature du travail que vous serez amené à mener, vous pourrez demander à être connecté dans la Fraternité Blanche à l'équipe de ces présences qui sont les plus adaptées à votre travail. Et si vous ne savez pas, vous dites « Je désire être connecté à la Fraternité Blanche et à l'équipe qui s'occupe de ça ». Vous ne savez pas comment le dire, mais eux, ils reconnaissent. C'est facile. Donc, on va être amené à travailler avec eux. Et puis, du côté involutif, on va se brancher à la nature. Et la nature, comme je vous le disais tout à l'heure, la nature, c'est cette intelligence qui va nous donner de la force, qui va donner de la structure, qui va nous donner de l'architecture. Et donc, pour travailler correctement et se sentir tranquille dans cette relation, pour pouvoir avoir un travail efficace dans la dynamique évolutive, on va demander la force et la structure de la dynamique involutive, donc de la nature. Et pour ça, ça va créer un équilibre. C'est pas un équilibre plus-moins, c'est un équilibre involutif-évolutif. Il y a pas, là encore, au départ, j'ai conscience que les mots ont quelquefois des implications émotionnelles en nous dont on met du temps à se défaire, mais ça vient. Avec la nature, on va demander à être relié au Deva, au monde des Devas, donc aux architectes. Et là, spécifiquement, on va demander au Deva, à l'architecte qui va s'occuper du domaine sur lequel on est amené à se pencher. Et tout à l'heure, je reprenais l'exemple des pâtissiers. Si vous avez envie de travailler dans le domaine de la pâtisserie, vous allez demander à être connecté et aidé par le Deva qui s'occupe de la pâtisserie, par exemple, ou de la cuisine, peu importe. Et puis si vous ne savez pas dire, vous direz « Je demande à être connecté au Deva qui s'occupe de ce sur quoi je suis en train de travailler », en le désignant. Il y a des Devas pour tout. On vit des trucs quelquefois... C'est pas que je sois habitué, mais je suis quand même surpris à chaque voyage. C'est très curieux. Je vous raconterai une petite anecdote avec un système informatique, c'était très drôle. Et puis l'autre polarité de la nature, ça va être les esprits de la nature. Les esprits de la nature, c'est toutes ces intelligences qui aident à faire passer l'information dévique vers la forme. C'est comme un maçon, c'est comme un électricien qui prend un schéma d'architecte et qui dit, bon, là ici, il y a du câble de 12 qui passe, qui supporte tant de trucs. Donc les esprits de la nature, c'est ceux-là qui permettent de passer de l'information du Deva, le schéma général, l'intelligence générale de la structure, vers la matière, vers la forme. On a nos 4 polarités. 4 polarités, c'est 4 angles, c'est 4 piliers. Et en fait, en demandant à créer cette structure, en demandant à être connecté à ces 4 éléments, 2 de la nature, 2 de l'évolution, le Deva du domaine sur lequel je travaille, les esprits de la nature, avec leur représentant universel qui est Pan. Pan, c'est facile parce que Pan, il est là omniprésent, donc il représente universellement l'ensemble des esprits de la nature. C'est très simple. Je demande à être connecté à Pan, automatiquement je suis connecté avec le monde des esprits de la nature. Être connecté à la Fraternité Blanche, être connecté à son moi supérieur, on a 4 polarités, on a fait une pièce. Là, cette nuit, j'ai dormi dans une chambre splendide, parfaitement carrée. C'était vraiment ce dessin-là. J'étais au centre dans le lit, c'est comme si j'étais dans cette structure énergétique, comme si j'avais créé ce qu'elle appelle un cône. Quand vous demandez à créer un cône, un coning, vous demandez à créer cette pièce énergétique et pour la demander, vous demandez à être connecté Deva, Pan, Fraternité Blanche et votre moi supérieur. Il faut avoir demandé ces 4 identités pour avoir créé un cône.
Et ce cône est votre salle de travail. C'est une salle de consultation, par exemple. En domaine de la santé, ça va être une salle de consultation. Et vous pouvez très bien demander, là encore, il n'y a pas de domaine réservé. Vous pouvez très bien demander à travailler avec le monde des jardiniers ou avec le monde du droit international ou avec... À chaque fois, vous aurez un sujet spécifique. Il est évident que vous n'allez pas demander à être connecté au débat des jardiniers, de l'agriculture ou du jardin et la fraternité blanche et jardiniers pour faire du droit international ou du dépôt de brevet. Ça sert strictement à rien. C'est logique, c'est cohérent. Ce qui se passe dans notre réalité existe aussi sur d'autres plans. C'est cohérent. Vous voyez ? Donc quand on fait une calibration, on demande effectivement à créer un cône de calibration. C'est aussi simple que ça. Je demande à ouvrir un cône de calibration. On affirme la chose. Et parce que vous le demandez, rien ne peut s'y opposer. Imaginez la puissance de votre verbe, même si vous le murmurez. Vous demandez à ouvrir un cône de calibration. Et pourquoi vous demandez à ouvrir un cône de calibration? Parce que vous sentez qu'en vous, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui n'arrive pas à se mettre en place sur le plan émotionnel. Et que vous vivez avec trop d'intensité. Ça peut être une très très bonne nouvelle et vous ne savez pas quoi faire de tout le bonheur qui vous écrase, ou ça peut être le souci excessif parce que votre entreprise tourne mal et que vous ne savez pas comment vous allez payer je ne sais pas quoi, ou bien que, je sais pas, ou vous ne savez pas vous dépatouiller dans une relation avec un employé, ou qu'avec vos enfants en ce moment ça déconne et puis vous ne savez pas trop ce qui... Vous voyez ? Ou bien au contraire, j'y vois plus clair dans ma vie en ce moment. Peu importe, il n'y a pas de... À partir du moment où vous sentez que sur le plan émotionnel, affectif, mental, spirituel, quelque chose a besoin d'être réharmonisé. Dites-vous bien qu'aux yeux de l'univers, ces quatre, ce qui nous représente des polarités différentes, aux yeux de l'univers, c'est le même paquet, c'est la même chose. C'est pas physique, c'est autre chose. À partir du moment où vous avez envie de remettre de l'ordre là-dedans, vous avez le droit et vous pouvez demander un cône de calibration. Et quand vous le demandez, ça s'ouvre. Et pour le construire, vous demandez à être connecté au débat de la guérison. Alors là, je vous le dicte. Vous demandez à être connecté au débat de la guérison. Parce que la guérison, c'est un schéma d'information. Vous demandez à être connecté à Pan. Vous demandez à être connecté à l'équipe médicale de la Fraternité Blanche qui s'occupe de vous. Le débat de la guérison. Deuxièmement, à Pan, je demande à être connecté à Pan. Troisièmement, je demande à être connecté à l'équipe médicale de la Fraternité Blanche qui s'occupe de moi. C'est un peu loin, là. Et quatrièmement, vous demandez à ce que votre moi supérieur soit connecté à ce cône. Ça prend 1 minute, ce truc-là, hein. Vous le faites si vous en avez envie. Vous ne le faites pas si vous n'en avez pas envie. Personne ne peut vous l'imposer. Aucun cône ne peut s'ouvrir si vous ne le demandez pas. Ça ne se fait pas malgré vous. Ça ne s'ouvre pas complètement si vous ne faites pas complètement la demande. Donc si vous hésitez, vous pouvez demander à la fin, est-ce que le cône est correctement ouvert ? Si c'est non, il faut recommencer. Vous reprenez, vous êtes mal connecté à un des trucs, à un des piliers. Comment vous savez si vous êtes bien connecté? Si votre réponse est oui ou non, vous avez, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, le pendule, le test de kinésio, quelque chose qui vous réponde précisément oui ou non. Ça veut dire qu'au préalable, il faut que vous sachiez comment poser une question et obtenir une réponse oui ou non. Vous voyez, ça fait plein de petits exercices a priori. Et là, quand vous avez ouvert votre cône, dans la mesure où vous êtes tranquille, vous êtes en général allongé ou dans un canapé, s'il fait un peu frais, vous pouvez prendre une petite couverture, vous n'êtes pas dérangé par qui que ce soit, personne n'est à côté de vous, à moins d'1 mètre. Personne ne vous parlera pendant cette demi-heure de travail personnel. Pas d'animal de compagnie à proximité. Pas d'enfant qui viendra vous dire « Maman, tu me donnes une grenadine ». Pas de musique ambiante, rien. Vous êtes dans votre bulle. Et ce cône vous protège.
ne vient que ce que vous y invitez. Donc, pas de crainte à avoir sur « Ah ouais, mais s'il y a des entités qui arrivent, machin et tout ». Non. À partir du moment où vous respectez les règles du jeu précises et que votre intention est claire, rien ne peut venir interférer avec cette demande. Là, vous exposez votre petit souci, votre besoin d'équilibre, votre besoin d'harmonie. Le travail se fait. Donc tous les détails sont dans les bouquins qui ont été traduits, vous donneront absolument tous les détails. Mais là, c'est vraiment la structure de base. Et c'est simple. Le travail se fait, vous ne vous en rendrez peut-être pas forcément compte instantanément, mais je vous assure que le travail se fait, parce que vous l'avez demandé. Et au bout d'une demi-heure, vous remerciez votre équipe et vous demandez à être déconnecté de chacun des membres de l'équipe, en demandant « Je désire fermer ce cône », comme vous avez demandé à l'ouvrir au départ, « Je désire fermer ce cône », et pour cela, je demande à être déconnecté du déval de la guérison, de Pan, de la fraternité blanche et de mon moi supérieur. Voilà, c'est simple. C'est extrêmement simple. Il suffit de savoir lire et d'avoir envie de le faire pour savoir le faire. Ça, c'est la calibration. Et ça nous permet de remettre de l'ordre, je vous le rappelle, dans votre système mental, émotionnel, spirituel, intellectuel, affectif. Quand vous utilisez à la fin d'une séance comme ça des élixirs floraux, vous pouvez toujours utiliser des élixirs floraux pour les tester, savoir ce dont vous pouvez avoir besoin. Ces élixirs vous aident tout simplement à stabiliser l'état d'équilibre dans lequel la nature vous a permis de refonctionner. C'est juste un outil de stabilisation. D'accord ? Il y en a parmi vous qui ont déjà utilisé la calibration ? Oui, c'est toi, je sais. Oui ? C'est vraiment aussi, vous connaissez ? Moi, je trouve que c'est un outil absolument extraordinaire. C'est gracieux, c'est délicieux. Ça permet, d'abord, ça soulage énormément. Ça décompresse énormément de tension intérieure. Et puis en plus, ça permet d'un seul coup, moi, ça m'est arrivé, je ne sais pas combien de fois, d'envisager les choses sous un autre angle. Il est évident que si vous êtes confronté à une réalité que vous envisagez sous l'angle de l'anxiété, de la difficulté. Regardez tout le travail qu'on a pu faire, par exemple, avec les fleurs de bac. Quand vous prenez une fleur de bac adaptée à la situation émotionnelle dans laquelle vous fonctionnez, et que cette fleur de bac vous fait vous reconnecter à l'équilibre, à l'harmonie, au lâcher-prise, regardez la transformation du regard et de la compréhension que vous pouvez avoir de la situation que vous vivez. Mais là, c'est pareil. Vous envisagez les choses sous un autre angle. Et ça, surtout, ça vous permet d'envisager les choses sous un angle qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup troublé. Et je passe mon temps à découvrir ça. C'est-à-dire à l'oublier et à le redécouvrir, parce qu'on est très mauvais élèves. Ça, je peux vous dire, c'est terrible. On n'est jamais tout seul. Jamais. L'univers est tout le temps à côté de nous, il est toujours avec nous. Il n'est jamais contre nous. Contre, c'est-à-dire il est tout contre, ça oui, mais il n'est pas en opposition à nous. Il n'est pas dans le jugement, il n'est pas dans l'impossibilité, il n'est pas dans la punition. Du genre, ah, t'as fait comme ça, tu vas voir un petit peu ta petite calibration, tu peux toujours attendre. Non, non, jamais. non, mais... Vous savez, j'assure, c'est tellement puissant, ce genre de fonctionnement en nous, c'est tellement puissant, la punition, si je vis ça, c'est à cause de ça, il faut que je paye le prix d'eux, etc. Ou j'ai été trop content, il va falloir que j'en subisse les conséquences. C'est incroyablement présent. Donc vraiment, l'univers nous apprend à nous réconcilier, à nous réharmoniser par rapport à ça. On perd du temps. En fait, on perd du temps. C'est vrai que le temps, c'est l'invention, la plus belle invention qu'on soit donnée pour justement nous permettre d'évoluer. Mais l'univers n'a pas besoin de ça. Je crois vraiment que l'univers a besoin que nous assumions notre rôle de créateur et que nous l'assumions complètement. Donc, que nous sachions jouer ce jeu merveilleux qui est à quoi est-ce que je me destine, vers quoi est-ce que j'ai envie d'aller. Alors, l'histoire de la calibration, est-ce que j'ai répondu complètement à votre question, madame ? D'accord.
Attendez, juste avant, d'abord, attendez le micro, s'il vous plaît, il arrive. Hein. Et puis, je voudrais demander aux personnes qui ont oublié d'éteindre leur portable d'y vérifier tout de suite, s'il vous plaît. Madame a une autre question, je crois. C'est dans la suite. C'est dans la suite, d'accord. Y a-t-il un délai à respecter entre deux demandes, s'il vous plaît? Quand on dit « je demande à être connecté au DEVA » et « je demande à être connecté à PAN », alors, oui, il y a une petite astuce, c'est-à-dire que si... Je vous invite d'abord, si ce jeu vous amuse, parce qu'en fait c'est un jeu délicieux, si ce jeu vous amuse, je vous invite à formuler vos demandes à haute voix. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé de hurler, mais c'est simplement que quand vous le dites, moi ça m'arrive très fréquemment de le faire allongé ou assis dans un fauteuil, et puis simplement le fait de dire « je désire être connecté à ». Simplement le fait d'entendre ma voix m'aide à rester concentré sur la nature de ma demande. Donc ça, c'est une aide que vous vous apportez. D'accord ? Et si je n'ai pas, si je ne prends pas la peine de tester pour savoir si je suis bien connecté ou pas, je laisse passer simplement 10-12 secondes. Alors, le fait de l'avoir dit même à voix basse et de l'avoir entendu, d'avoir entendu la phrase complètement, facilite ma concentration. Et donc, au bout de quelques secondes, je sais que je suis connecté. Alors, vous pouvez peut-être avoir un ressenti physique. Il vous arrivera peut-être d'avoir une espèce de... Moi, il m'est arrivé fréquemment d'avoir un frisson qui me parcourt de la colonne vertébrale, ou de sentir quelque chose qui se met en place. Bon, ça arrive, ça n'arrive pas. C'est pas parce que ça n'arrive pas que vous n'êtes pas connecté. Qu'on s'entende bien. Hein. On n'est pas dans le démonstratif, on n'est pas au cirque, on n'est pas dans le spectacle. Bon. Sachez simplement que quand vous avez demandé, vous êtes exaucé, donc vous êtes connecté. Ça veut dire aussi que si vous ne demandez pas à être déconnecté, vous ne serez pas déconnecté. D'accord ? Et si vous ouvrez un cône, il faudra le fermer. Ce que je vous disais tout à l'heure avec le coup du jardin. Quand vous lancez un jardin, vous ne le laissez pas en plan. Il faut le fermer. Et vous le sentirez, ça vous draine un peu d'énergie au bout de... Si vous l'oubliez, ça va vous sentir... voilà. Vous allez dire, oh, je n'ai pas fermé. Qu'est-ce que je fais? Voilà, alors vous excusez et puis vous le fermez. Bon, voilà. C'est rigolo. Donc, il faut le fermer. Vous laissez passer 8-10 secondes et quand vous formulez des demandes, en fait, vous allez voir, vous allez sentir très vite. Quand vous posez une question, vous dites, voilà ce que je ressens, je souhaite que vous m'aidiez. Quand vous posez une question du genre « Est-ce que vous pouvez m'aider ?» vous inquiétez pas. Là, vous avez affaire au sans limite. Donc, quoi que vous viviez, vous pourrez toujours être aidé. Par contre, est-ce que vous êtes capable de recevoir? C'est une autre question. D'accord? Donc, quand vous demandez à être aidé, simplement. Je demande à être aidé. Sur tel plan. Ou pour telle question. Voilà ce que je vis, voilà comment je le vis. Voilà ce que je ressens. Voilà ce qui se passe, voilà ce que j'ai du mal à supporter, voilà ce que je n'arrive plus à vivre, voilà ce que je ne comprends pas, voilà ce à quoi j'aspire. Est-ce que vous pouvez m'aider? Je désire être aidé pour clarifier tel aspect ou telle chose. Par exemple, il y a des moments où chacun de nous a traversé ce genre de choses. On est à un moment de notre vie, vous savez, ce qu'on vivait avec Edouard Bach, ce qu'on vit avec Edouard Bach quand on a besoin de Sweet Chestnut. Sweet Chestnut, c'est mourir à quelque chose pour repasser à autre chose. C'est une fleur que j'adore et c'est une fleur qui est radicale. C'est-à-dire, je ne peux plus fonctionner dans ce qui fut, ce qui était la règle, la vérité, la réalité pour moi, tout ce qui était mes paramétrages, mes repères de vie ne fonctionnent plus. Ça arrive par exemple pour des gens qui passent à la retraite. En fait, ils se rendent compte que leur boulot, c'était leur vie. Et d'un seul coup, putain, mais je sers à quoi? Je ne plus rien, je n'existe plus, je ne vaux plus rien. Mes potes, le matin, je ne les vois plus, prendre le petit café. Et puis, ce que je faisais était important. Et puis, j'avais l'impression d'eux. Et puis, à quoi je sers? Qu'est-ce que je suis? Il faut mourir à ce que je fus pour pouvoir renaître à autre chose. Il faut abandonner ce que j'ai été. C'est la maman dont les enfants quittent le foyer. Elle n'est plus mère. Il faut qui elle est véritablement. Là encore, mourir à ce que j'ai. C'est le phénix. C'est l'histoire du phénix qui plonge dans le brasier, qui brûle et qui renaît de ses cendres. Sweet Chestnut, c'est une des fleurs les plus extraordinaires qui soit quand on accompagne une femme qui est en train d'accoucher. Hein.
Sweet chestnut, c'est châtaignier, c'est le châtaignier en anglais. C'est une des fleurs les plus fabuleuses qui soit pour accompagner une femme en train d'accoucher. Vous aidez la maman, vous aidez le bébé. Bien sûr, quand elle est en train de faire son travail d'expulsion, pensez à Sweet chestnut, c'est vraiment extraordinaire. Vraiment, vraiment extraordinaire, on ne s'en prive pas. Donc là, c'est la même chose. Dans ces moments-là, quand on n'a pas d'élixir, quand on est paumé, quand on est « mais qu'est-ce que je vais faire de ma peau, je suis paumé, j'y comprends plus rien, je ne sais même pas de quoi je peux avoir envie, je ne sais même pas ce à quoi je peux tendre », c'est-à-dire que là, niveau intention, encéphalo plat, quoi. On est rien. On est désespéré à cause de ça. La calibration, c'est un moment où justement, l'univers est là pour vous dire non pas ce que vous allez faire, mais vous aider à remettre de l'ordre en vous pour que vous puissiez percevoir ce vers quoi vous avez envie d'aller. Chacun de nous est fait pour quelque chose. Ce n'est pas à l'univers de nous dicter ce vers quoi nous sommes censés aller. L'univers peut nous aider à clarifier la perception que nous avons de ce vers quoi nous sommes supposés aller. C'est-à-dire ce vers quoi notre âme tend. Vous voyez bien la différence entre les deux. Je ne demande pas à l'univers, dis-moi ce que je dois faire et j'obéirai. Non, non, non. Je demande à l'univers, aide-moi à percevoir ce pourquoi je suis fait, aide-moi à entendre la voix de mon âme. D'une certaine façon, c'est ça. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est mon âme ou si je suis le corps de ce que je suis en tant qu'âme. Parce que là aussi, c'est moi qui possède l'âme ou c'est l'âme qui a un corps? Vous voyez, hein? À quel niveau on se situe dans cette question-là? Ce n'est pas anodin du tout. Comment est-ce que je me vois dans cette relation? Donc la calibration, c'est un moment privilégié de soi à soi et de soi à l'univers. Et l'univers nous aide. Mais ça peut être pour des choses extrêmement prosaïques, très simples. Un chagrin d'amour chez un adolescent ou chez un plus âgé, enfin ça peut arriver aussi. Il n'y a pas de problème. Voilà, je sais pas, l'autre jour j'ai rencontré comme ça quelqu'un qui était bouleversé parce que son chat était mort et cette personne avait du mal à s'en remettre. Alors il y a l'outil des élixirs floraux, il peut y avoir l'outil de la méditation, il peut y avoir l'outil de je ne sais pas quoi, du cri primal comme dirait l'autre, il peut y avoir je ne sais pas quoi. Sachez que ça c'est un outil extraordinairement, extrêmement facile à mettre en place, très généreux et qui vous aide énormément. Et si le travail ne peut pas être intégralement fait en une séance, vous pouvez les répéter dans le temps, il n'y a pas de surdosage. Il suffit que vous ayez à votre disposition une demi-heure, c'est tout. Et encore une fois, dans ce genre de choses, il vous arrivera peut-être d'être confronté à la question, bon, c'est la 10e fois que je vais poser la question et j'ai toujours du mal à comprendre. J'arrive toujours pas à intégrer ça dans ma structure, dans mon corps, dans ma chair. Vous reposez 10 fois la même question, vous inquiétez pas, l'univers n'est pas impatient. Il n'est pas à vous dire, ça fait 9 fois que je travaille sur toi, sur la même question. Tu n'as pas encore pigé. Non, non, ça c'est nous qui disons ça. L'univers ne nous dit pas ça, il dit, t'inquiète pas, tu progresses, tranquille, mais ça bouge, ça bouge. Je vous assure, le plus difficile, c'est de sortir de ce qu'on a l'habitude de croire. C'est vraiment le plus dur. Donc, à partir du moment où vous savez ce que c'est qu'un cône, vous savez ce que c'est qu'une salle de travail, un cône, c'est vraiment une salle de travail. Qui dit salle de travail dit rendez-vous, qui dit prise de rendez-vous et dit fin de rendez-vous. Encore une fois, je vous le répète, j'insiste lourdement là-dessus, quand vous ouvrez un cône, il faudra que vous le fermiez. Et des fois, un cône peut durer 5 ou 10 minutes. Ça suffit. Parce que vous aurez pu, à ce moment-là, aborder des questions qui mettent en jeu la dynamique et évolutive et involutive. C'est pour ça qu'on ouvre un cône. Parce qu'on a besoin de l'association de ces deux dynamiques. On a besoin de cet élan évolutif, on a besoin de parfaire l'élan évolutif en ayant la force et la structure de la dynamique involutive. C'est ça le cône. C'est comme si, en fait, dans la vie réelle, j'avais besoin du plus grand des créateurs. Voilà, vous allez voir un concepteur, je ne sais pas, un monsieur Stark qui est capable de vous inventer des trucs extraordinaires et donc qui va dynamiser votre capacité à imaginer, et en même temps des gens, des industriels qui vont vous dire bon, bah, cette idée-là, on est d'accord, on est capable de la réaliser et de vous donner la force de notre puissance industrielle pour la faire. C'est ce que vous faites quand vous faites un cône. D'accord ? Mais à la fin du rendez-vous, merci à vous et je repasse à ma vie ordinaire et je mets en place ce qui a été proposé.
C'est pas rien, hein? Donc à partir du moment où vous savez faire un cône, vous savez le demander, vous savez l'ouvrir, vous savez poser des questions, vous savez le fermer, à partir du moment où vous savez recevoir une réponse oui et non aux questions que vous posez, vous pouvez travailler sur n'importe quel domaine de votre vie. C'est libre à vous. Oui. Simplement pour compléter, comment on reçoit la réponse? Alors, comment on reçoit la réponse? Alors, ou bien parmi vous, il y a des gens qui ont un talent particulier, clairaudience, clairvoyance, intuition extrêmement développée, je ne sais pas comment dire, bon voilà, et ça peut donner des éléments effectivement de certitude, et donc à partir de là, vous pouvez agir. C'est pas forcément le cas de tout le monde, loin de là. Mais tout le monde peut apprendre à fonctionner avec un petit outil que j'ai évoqué tout à l'heure et qui va être... Moi, je sais que j'étais flemmard, je savais déjà un peu utiliser le pendule et ça m'a poussé à l'utiliser encore beaucoup plus. Donc j'utilise un pendule. Le pendule, pour moi, tourne dans un certain sens et pour moi, cette convention, c'est oui. Il tourne dans un autre sens et pour moi, cette convention, c'est non. Donc, à chaque question que je pose... Par exemple, quand je dis j'ai une trousse d'élixirs floraux devant moi et je dis est-ce que j'ai besoin d'un élixir floral dans cette boîte, c'est oui ou c'est non. D'accord? Donc si c'est oui, j'ouvre la boîte, première rangée, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui me convient? C'est oui ou c'est non? Si c'est oui, premier flacon, deuxième flacon, troisième flacon, etc., etc. Bon, si c'est non, je passe à la rangée suivante. Voilà. C'est tout le truc que je fais. Et vous pouvez faire la même chose en test de kinésio. Donc elle travaille la kinésiologie de la façon suivante. Elle utilise la main droite et la main gauche. Elle est droitière, elle utilise la main droite pour tester et la main gauche pour être testée. La main droite, c'est le pouce et l'index, ça va faire une pince écarteur, comme ça. Et la main gauche, c'est son circuit de test. Voilà, par exemple. Et donc, elle va glisser ses deux doigts à l'intérieur du circuit. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais ce n'est pas très compliqué à faire. Hein. On a un circuit auriculaire et pouce ici, et là, pouce et index à l'intérieur. Et on va stimuler, en fait, ce circuit, cette bobine, avec nos doigts, pour essayer de l'ouvrir. Et la convention, c'est si ça lâche, c'est non, si c'est fort, c'est oui. Un petit peu d'expérience, et vous verrez, ça fonctionne tout seul. Alors bien sûr, au départ, vous allez dire « oui, mais c'est moi qui, etc. Si je veux que ce soit oui, c'est moi qui... » Bien sûr, mais même au pendule, et n'importe quoi, n'importe quelle situation, vous fonctionnez comme ça. Donc, à partir de là, vous avez tous les outils possibles et imaginables pour obtenir des réponses concrètes et précises, oui, non. François, excusez-moi, mais il y a des personnes qui n'étaient pas là à la première conférence. Alors, quand vous dites « elle », ben, ils ne savent pas qui est elle. D'accord. Merci. Merci. Elle s'appelle Michael Smallwright. C'est une Américaine qui a, en 1976, lancé un jardin, créé un jardin qui s'appelle le jardin de Perelandra, qui se situe donc aux États-Unis, en Virginie. Et dans ce jardin, elle fait l'expérience d'une rencontre privilégiée avec ce qu'elle appelle les intelligences de la nature. Ce jardin est né de son désir d'apprendre tout ce qu'elle pouvait savoir sur la relation qu'on peut avoir avec les esprits de la nature, donc avec le subtil, avec l'invisible, et qu'elle voulait que ça se fasse à travers son jardin. C'est-à-dire que le jardin, c'est son laboratoire de recherche. Et c'est un jardin potager, c'est un jardin comme n'importe qui pourrait le faire. Donc je crois que certains d'entre vous ont dilapidé la librairie, là, tout à l'heure. Ils ont pris le bouquin sur le jardin. Il y a une photo aérienne du jardin derrière. Vous avez vu, c'est un grand jardin rond, en forme de triskel, etc. Alors, autant vous dire, si cette technique-là vous intéresse, il est hors de question de faire un jardin exactement copie conforme du jardin de Perelandra. Votre jardin ne sera... Enfin, il y a de très fortes chances que votre jardin ne ressemblera pas du tout au jardin de Perelandra dans sa forme, dans son dessin. Et c'est normal. Pardon ? La géobiologie ne sera pas la même. Oui, non, puis elle, c'est une rencontre entre son désir,
son identité à elle, son but, bon, voilà, c'est donc une alchimie particulière. Donc si vous demandez quelque chose, si vous dites, voilà, je veux faire un jardin à la façon Perelandra et je veux que vous me guidiez, quelle forme je dois lui donner, ne vous étonnez pas si vous avez un jardin peut-être en forme de triangle ou de bande rectangulaire très longue ou de je ne sais pas trop quoi, peu importe. Et s'il est rond comme celui de Perelandra, c'est parce que c'est le plus adapté à vous et à votre but. Oui, je voulais vous demander, vous avez plusieurs fois parlé de kinésiologie. Donc, le travail qu'on peut faire avec un kinésiologue est en parfaite adéquation avec ce travail-là. Oui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, au début de l'heure précédente, je disais que j'avais rencontré Perelandra à travers le travail de kinésiologues qui utilisaient les essences de Perelandra dans leur travail, au même titre que les essences de Bach. Mais ce qui les intéressait, c'était la disponibilité des essences. Le travail de Perelandra ne les intéressait pas. Ils ne savaient pas ce qui se passait. L'avantage d'apprendre soi-même ce petit outil de kinésiologie, c'est que vous n'avez pas besoin d'un kinésiologue à côté. Vous pouvez le faire tout seul. Vous êtes autonome, vous voyez ce que je veux dire? Si vous apprenez à utiliser le pendule, vous êtes autonome aussi, à moins de perdre votre pendule. Bon, l'avantage de la kinésiologie, en général, c'est qu'on a toujours ses doigts, à peu de choses près. Hein? Donc, vous pouvez très bien apprendre à travailler en autonome. Là encore, rendez-vous bien compte, on a parlé un petit peu tout à l'heure des fleurs de Bach, un tout petit peu, parce que c'était pour moi un préalable à toute cette vie, mais tout ça, ce sont des outils d'autonomie, ce sont des outils d'indépendance. Et ce sont des outils d'exploration. Bach, ça a été l'exploration de ma relation à l'émotionnel et au subtil de la vie. Et d'un seul coup, Perelandra me permet de travailler très concrètement avec des choses qui élargissent encore une fois la perspective. Je ne vous dirai pas que l'un est plus fort que l'autre. C'est la même dynamique, c'est le même mouvement, c'est le même enjeu, quoi, d'une certaine façon. Donc, si vous apprenez le test de kinésiologie, c'est assez facile. Si vous avez besoin, je peux même vous envoyer le protocole par Internet. Hein. J'ai un fichier Word, je vous envoie ça par Internet, et puis vous me donnez votre adresse email, et puis voilà. C'est pas compliqué, un petit peu de pratique, et puis c'est tout. Vous pouvez même le tester. Au début, je vous invite vraiment, si vous avez envie d'apprendre à faire ce genre de choses, que ce soit pendule, antenne de lécheur. Il y a des gens qui utilisent le pouls. Ils disent, si le pouls ralentit, c'est non. Si le pouls augmente un petit peu, c'est oui. C'est tout. C'est une convention. C'est une convention de langage. Mais qui passe par une perception physique. Au lieu d'entendre avec les oreilles, j'entends avec les doigts. C'est simple. Et au départ, pour vous mettre en jeu, commencez sur des choses basiques, qui ne vous bousculent pas trop émotionnellement. Vous comprenez, si vous commencez par exemple à dire, bon, j'ai une poire et une pomme en face de moi, quelle est celle qui est dont j'ai le plus besoin? J'ai faim, j'ai envie de manger un fruit. Est-ce que j'ai plus besoin de la pomme ou de la poire? Si vous vous trompez, je veux dire, ça va pas loin. C'est pas terrible comme truc. D'accord? Mais si vous avez, là en ce moment, parlons de la grippe, hein, et vous dites, il faut que j'aille voir un médecin ou pas un médecin? Et si vous n'avez pas envie d'aller voir un médecin et que vous faites votre test, est-ce que votre émotion est entièrement libre? Non. Vous voyez? Donc, quand vous commencez à utiliser ce genre de pratique et que vous travaillez sur des questions qui vous chahutent un petit peu trop sur le plan émotionnel, soyez pratiquement certaine que votre réponse risque d'être un tout petit peu... Voilà. Un tout petit peu envahi, un tout petit peu pollué par l'enjeu émotionnel que ça représente. Si vous sentez que votre conjoint est en train de s'éloigner de vous et que vous lui dites « Est-ce qu'il m'aime toujours ?» Est-ce que vous êtes neutre émotionnellement pour recevoir la réponse? Non, c'est impossible d'être neutre émotionnellement. Donc, pour s'entraîner, on ne va pas commencer à travailler avec des questions de ce type-là. D'accord? On va travailler avec des choses simples, faciles à gérer, et petit à petit, on va monter en puissance. On ne va pas faire du prévisible. Donnez-moi les numéros du loto, c'est pas la peine. Hein. Non, vous voyez ce que je veux dire? On est là sur des choses... je vais vous dire, on n'est pas dans le sérieux, mais on est dans... Il faut être conscient de ce qu'on fait, quoi, tout simplement. Hein? Voilà, mais à partir de là, vous avez vraiment des tas d'outils à votre disposition. Est-ce que j'ai répondu bien à votre question? Oui? Sûr? Je ne suis pas sûr que vous ayez... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose encore. Non, mais ça réveille ma question en profondeur, finalement, je l'ai maintenant. Un kinésiologue, ça fonctionne comment? Parce qu'un kinésiologue, en fait, il aide à faire les choix au travers de... Il y a un kinésiologue dans la salle.
Vous pouvez répondre. Attendez, le micro arrive. On n'est pas là pour simplement vous aider à faire des choix, c'est vous aider à dépasser vos blocages. Donc c'est pas quoi, je trouve ça très limitatif et selon le travail en fait que vous faites avec votre kinésiologue, voilà, vos réponses sont les vôtres et le kinésiologue en aucun cas ne vous donne des réponses. Mais il les révèle. Je dirais pas ça non plus. C'est vraiment la personne qui va trouver ses réponses. On aide le corps à retrouver son équilibre et donc à trouver sa solution. Un kinésiologue, moi j'ai toujours trouvé que c'était un peu comme le fil d'Ariane dans un labyrinthe. Vous voyez, il arpente comme ça un labyrinthe et puis il vous permet de retrouver votre fil et puis à dénouer à l'endroit où c'est noué. Et puis on a une trousse à couture. Vous venez ça. Chercher des outils pour vous aider. Voilà. Exactement. C'est pas un magicien, c'est pas un sorcier, le kinésiologue. C'est pas. Et quand vous faites de la kinésiologie, que vous travaillez avec la nature ou avec les Deva 2, etc. Vous n'êtes pas un sorcier, vous êtes simplement quelqu'un qui essaie de comprendre quelque chose. Et vous partez du principe qu'il y a des tas de choses que vous ignorez et vous demandez aux plus grandes intelligences en votre présence pour vous aider. C'est tout. Enfin, c'est tout. C'est beaucoup, mais c'est pas. C'est voilà. Allez-y. Oui, Daniel Tarlevé. Bien, pour abonder dans le sens de la dame en matière de kinésiologie, je dirais tout simplement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, aide-toi et le ciel t'aidera. Oui. Parce que si vous ne faites rien, vous voulez tout gérer intellectuellement et mentalement, vous n'y arriverez jamais. Autre chose, lorsque vous parlez de calibration, moi j'appelle ça l'élévation dans les éthers. Bon, chacun sa méthode, mais on revient toujours à la même chose. Vous pouvez essayer, comme vous avez dit parfois, 7, 8, 10 fois. Avant tout, il faut rentrer dans une quiétude profonde. Moi-même, j'ai fait l'essai quand j'étais jeune. Je me suis retrouvé dans d'autres espaces, dans des vaisseaux, et je ne savais plus comment revenir. Et je me voyais là-bas, tout petit. Instantanément, je pouvais dire combien j'avais de grains de sable sous le pied. Voyez-vous, on en était là. Ça veut dire que j'avais la tête prête à péter. Bien, alors j'ai retrouvé mon sang, je suis revenu bien sur Terre. Mais pour ceux qui souhaitent faire cette application, rentrer dans une paix intérieure avant, rassembler tous les éléments qui vous poussent à demander. Il faut impérativement que les gens reposent toutes leurs questions sur la table et dire voilà, je demande humblement à toutes mes questions auxquelles je n'ai pas de réponse, que vous puissiez m'éclairer dessus. Peut-être que mon âme ou ma conscience n'est pas prête, mais il faut accepter en toute humilité. Et ça, c'est un travail de préparation. Bien sûr, on peut avoir accès partout et en tout dans l'espace, je dirais, des dimensions célestes. Mais il faut se préparer avant. C'est un travail de fond. Autre chose, nous sommes à la veille d'événements sans précédent. Il est demandé à chacun d'entre nous de travailler cette conscience, cette vibration-là. Demain, ce sera, moi je dis toujours, c'est maintenant. Ne nous morfondons pas sur nos situations de santé. Il faut travailler, œuvrer avec vos fonctions sensitives. Vos cellules travaillent, elles œuvrent. Souvent, ce qui barre la route, c'est le mental et l'intellect, le formatage, l'éducation, le contexte judéo-chrétien ou autre religion. Il faut dépasser tout cela. On a peu de temps. Si vous voulez vous réveiller dans cette dimension, nouvelle dimension qui nous attend, il est temps de réagir. Et puis, il faut le faire. Demander aux praticiens de nous donner la clé, non. Il vous aide, le fil d'Ariane, oui, il vous mène à la clé, mais c'est à vous de la mettre dans la serrure. C'est à chacun d'entre nous. Et je souhaite vivement, avant cette fin de ces universités, qu'il y ait une expérience commune pour tous ceux qui le souhaitent, de faire cette approche que monsieur souhaite, que monsieur parle avec son cœur. Je sollicite vraiment à demander aux responsables de faire une expérience de cet ordre, parce qu'ici, les gens ont besoin. Il faut aider ces gens à trouver cette voie, parce qu'on en a besoin. Il y a beaucoup de gens qui espèrent trouver cet accès, ils ne le trouvent pas. Alors, si nous en avons la possibilité, faisons-le de grâce. Merci. Alors, je voudrais juste... Merci. Ce que je voudrais juste, au cas où il y aurait la moindre ambiguïté, je voudrais quand même juste dire que, puisqu'on a évoqué tout à l'heure la question de la calibration, il y a, je crois, dans la salle des personnes qui ont déjà utilisé et pratiqué concrètement cet outil.
C'est un outil dans lequel, quand vous êtes allongé sur votre canapé, dans votre chaise longue ou dans votre lit et que vous faites ce truc-là, la plupart du temps, vous gardez les yeux ouverts, vous pouvez les fermer si vous voulez. On ne perd pas, comment dire, on reste très conscient de ce qui se passe. C'est pas un trip que je vous propose, d'accord ? Si vous vous endormez, vous inquiétez pas, c'est pas gênant. La plupart du temps, moi quand je m'endors, c'est à chaque fois parce que j'ai la tête qui tourne assez facilement, assez vite. Et en général, j'ai l'impression que c'est plutôt extinction des feux, tu nous gêneras un petit peu moins, on fera le boulot qu'on a à faire. Et dors, t'inquiète pas. Et je me réveille et je referme mon cône, voilà. Et non, c'est quelque chose qui est d'une accessibilité extrêmement simple et qui permet de mettre en place un exercice pour soi. Et c'est pas, je dis pas que c'est ce que vous avez dit, mais je voudrais pas qu'il y ait d'ambiguïté dans l'interprétation qu'on peut en avoir. On n'est pas là pour avoir des sensations. On n'est pas là pour avoir des expériences psychédéliques ou tout ce qu'on veut. Ça, c'était en 60, etc. Le LSD a fait tout ce qu'il fallait faire, et maintenant, il y a encore des trucs un petit peu plus difficiles. On n'est pas du tout dans cette dimension-là. On est vraiment dans quelque chose qui est un moment à soi, pour soi. On pourrait comparer ça à une forme de méditation, mais je dirais c'est presque une forme de méditation active. C'est juste, c'est pour que ça soit précis dans le cœur des gens. Micro. Attendez le micro. Voilà. Je me permettrai, excusez-moi, mais j'abonde complètement en votre sens, mais j'apporterai une petite précision. Là, nous quittons cette ère, ce siècle, ce millénaire, nous entrons dans autre chose, et la fonction individuelle aujourd'hui n'aura plus lieu. Donc il faut travailler en communion les uns avec les autres. Vous avez parlé d'amour tout à l'heure, du jeune homme qui avait son chagrin d'amour. Effectivement,